Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'espace ID Forum Démo sponsorisé par KeepMe. Le thème qui va être abordé, facture électronique et cybersécurité, l'enjeu de la sécurisation de vos données. À mes côtés, monsieur Jean-Pierre Laos de la Louvière et madame Sandrine Hilaire de la société Futura. Eh bien écoutez, la scène est à vous, vous avez 30 minutes. Merci bien. Alors, bonjour à tous. Il s'agit d'une association, en fait, Futura. Association professionnelle. Alors en deux mots, hein, l'objectif n'est pas de vous embarber avec ça. Notre association regroupe les acteurs du numérique autour du document et de la data avec trois piliers. Le premier, c'est la normalisation. Donc nous participons aux normes, à la réalisation de normes AFNOR, CEN, ETSI, donc au niveau Europe et ISO, dans nos domaines que sont la facture électronique, l'archivage, l'IA, la cybersécurité, etc. Deuxième pilier, c'est réaliser des événements et des livrables à destination des COMEX. Nous avons deux livrables actuellement que vous pouvez télécharger, un sur la facture électronique et l'autre sur la cybersécurité, les différentes régulations. Nous sommes en train de finaliser le troisième qui est l'IA au niveau juridique, qui sera préfacé par Cédric Villani. Et donc, le troisième pilier, c'est pour nous très important, c'est un think tank de réflexion sur l'impact du numérique sur la société, avec tous les ans un événement. L'année dernière, c'était Quelle Europe du numérique à l'ère Trump. Cette année, c'est le 5 novembre et c'est la prospective 2035 du numérique, avec une table ronde sur la géopolitique et une table ronde sur l'humain. C'est en présentiel sur invitation et c'est retransmis en direct sur YouTube. Alors, Sandrine, qui est ici présente, est une de nos vice-présidentes, vice-présidente stratégie et innovation. Elle est en même temps coprésidente de la commission facture électronique à l'AFNOR, donc vraiment habilitée à répondre et à présenter ce sujet aujourd'hui. Donc Sandrine, peux-tu nous rappeler rapidement en quoi consiste cette réforme ? Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas à quel niveau d'information vous êtes sur la réforme. Je pense que vous en avez tous entendu parler, peut-être maintenant. Plutôt 1, je ne sais pas trop de quoi on parle. Plutôt 2, c'est bon, j'ai vu, je maîtrise tout. Allez, on va dire plutôt 1. En fait, c'est une réforme... alors, ce n'est pas une réforme... certes, elle est franco-française pour ce qui nous concerne, mais c'est une réforme qui vient à la base de réglementation européenne. Il y a des choses qui vont arriver en 2030 où tous les échanges de factures entre les différents pays européens pour le privé ou le public doivent être échangés de manière électronique. Et donc la France, comme d'autres pays, l'Italie s'y est mis à 5 ans, l'Allemagne c'était début 2025, la Belgique s'y est mis en tout début d'année. Donc la France, c'est l'idée de changer des factures électroniques. On va voir un tout petit peu plus tard ce que c'est. C'est un planning. La réforme est obligatoire à partir du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, émission-réception. Mais toutes les entreprises doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Donc on est tous concernés. L'idée en 3 mots de cette réforme, les objectifs, c'est bien évidemment de lutter contre la fraude à la TVA, 120 milliards en Europe, chiffre officiel, donc chiffre réel peut-être 2 fois plus, de moderniser la vie des entreprises, arrêter le traitement du papier, essayer de passer à la numérisation un peu plus forcée. Et puis pour l'État, quelque chose de très important, avoir une information beaucoup plus en temps réel sur les transactions qui sont opérées par les entreprises et sur la partie TVA pour évidemment pouvoir mieux lutter contre la fraude et avoir une meilleure vision de l'état de santé des entreprises en France et pour donner des axes macroéconomiques au niveau des directions des ministères. Donc, aujourd'hui, on parle de facture électronique. Donc, si je comprends bien, on n'aura plus de facture papier ou de facture PDF. Alors, comment va se passer l'échange des factures ? Oui, bien. Alors là, il y a une norme européenne qui a été écrite. Ça fait des années et des années qu'on travaille là-dessus. L'idée était d'avoir ce qu'on appelle une sémantique, tous les champs d'une facture qui puissent correspondre à peu près tous les échanges de factures. Enfin, 80-70% des échanges de factures parce qu'il y a des factures très compliquées. Donc cette norme européenne, c'est l'idée de dire demain une facture, c'est plus un format PDF. Vous n'êtes pas en train d'envoyer quelque chose par email. Ce sont des factures qu'on appelle au format structuré.
des XML avec des sémantiques UBL, C2I pour les fans. Chaque champ est déterminé, tout est codifié, tout peut être lu directement par ordinateur et interprété par ordinateur. L'idée étant de favoriser une automatisation le plus possible du traitement des données de cette facture. Donc non, on n'envoie plus un PDF par email, non, on ne ressaisit plus des données de la facture pour son outil comptable. L'intégration dans les ERP, l'intégration dans les outils comptables complètement automatisés, c'est l'objectif de cette facture électronique. Ce qui va se passer, c'est que alors, la France a choisi un modèle public-privé. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, ça me prendrait trop de temps. Mais en fait, en France, on a ce qu'on appelle les plateformes agréées. Donc, ce sont des plateformes qui sont agréées par l'État. Et demain, quand vous devrez envoyer une facture à votre client, ben, vous ne lui enverrez plus en direct. Il va falloir passer par votre plateforme d'émission. Vous lui envoyez la facture ou les données de la facture. Elle va envoyer la facture à la plateforme de réception du client et la mettre à disposition de votre client. Là, on est en train de parler des factures, ce qu'on appelle B2B domestique, les factures échangées entre entreprises françaises. Mais il y a un autre pan de la réforme dont on parlera tout à l'heure sur la partie internationale. Mais demain, à partir de 2026, vous êtes assujetti à la TVA. Il va falloir passer par des plateformes agréées pour envoyer vos factures et les recevoir. Donc, il n'y a plus de lien direct entre un fournisseur et son client. Ça, c'est très important et on va en parler un petit peu quand on va arriver sur ces notions de sécurité de données. Et puis là, tout d'un coup, il y a un prestataire déjà, il y avait des logiciels, mais là, il y a un prestataire agréé qui se met au travers de vous et de vos clients, ce qui va donner plusieurs questions auxquelles vous devrez répondre quand vous choisirez vos systèmes. Donc, je disais que ce ne sont plus des factures PDF, mais des factures informatiques. Donc, en fait, on est en plein dans la donnée donc, qui est accessible par des programmes informatiques. Oui, on rentre dans l'ère de la donnée totale. Là, on a encore des lisibles PDF. Il y a 3 formats autorisés. Je vous passe le détail. Vous trouverez toutes ces informations si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Le lisible, c'est pour l'humain, c'est pour nous, parce qu'on a besoin de voir une facture sur un écran, de pouvoir la contrôler, parce qu'il y a des gens qui la traitent. Mais en fait, la facture de demain, c'est pas un lisible, c'est un document informatique qui est traité par un ordinateur. Et après, on voit les données sur un écran, des contrôles automatisés, des contrôles humains, des contrôles un peu de partout, des affectations comptables. Enfin, peut-être que vous connaissez tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment un changement de modèle total. Ce qui fait que tout d'un coup, il y a des choses qui prennent une importance fondamentale, c'est la qualité de la donnée. Savoir si vous connaissez bien votre client, est-ce que vous avez bien son sirène, est-ce que vous avez bien son SIRET, est-ce que vous savez où lui envoyer les factures. C'est vraiment la qualité de données extrêmement importante pour arriver à faire des factures électroniques qui vont pouvoir être traitées le plus possible automatiquement, même si l'automatisation, elle va arriver quand même un peu plus tard. Déjà, ce qu'on essaye de faire pour la réforme, là, c'est d'envoyer et de recevoir des factures. Déjà, on essaye de faire ça sera super si on arrive à faire ça. Et après, petit à petit, au fur et à mesure des années, il va y avoir de plus en plus d'automatisation de tout ça. Les transactions qui sont très connues, elles vont déjà dans les grandes entreprises, elles passent direct en comptabilité, ne sont même pas contrôlées parce qu'on sait qu'elles doivent être là et elles sont anticipées. Demain, ça sera de plus en plus ça. Et on va passer à des gens qui traitaient aujourd'hui des factures pour les émettre ou les recevoir, qui vont de plus en plus gérer les exceptions. Comme on retrouve dans tout process de dématérialisation de base, au départ, vous traitiez un document, il fallait en extraire la donnée. Demain, c'est fini. Demain, vous aurez de la donnée à analyser. Vous pourrez l'utiliser aussi pour imaginer de nouvelles visions de ce qui se passe un petit peu chez vous. Donc tout ça, c'est de la valeur ajoutée à un traitement des factures qui n'est pas simple. Enfin, si vous faites des factures, vous savez que ce n'est pas toujours simple. Surtout qu'il y a des cas toujours un peu bizarres. Ça se rajoute la fiscalité là-dessus, qui est un sujet un des plus magnifiques en France. La fiscalité est grise, ce n'est pas toujours du 0,1, donc des fois on fait des choix. Et demain, l'idée, c'est effectivement d'arriver à faire en sorte qu'on ne se complexifie pas trop la vie en électronique, on essaye de rester simple pour avoir des factures le plus automatisables possible. Donc là, on arrive dans le problème de la souveraineté, parce que qui dit données, dit stockage de ces données. Donc, c'est vraiment les données qui vont transiter par les plateformes agréées qui peuvent poser problème. Oui, alors, la facture, c'est des données d'une importance fondamentale pour l'entreprise. On sait ce que vous achetez, à quel prix, ce que vous vendez, à quel prix, à qui. Donc ça, c'est des informations qui sont vraiment d'une valeur colossale pour votre entreprise. Et toute la vie d'une entreprise, ça peut se résumer à ses factures. On va trouver tellement de choses là-dedans. Donc ça, c'est vraiment très important. Et là, tout d'un coup, on se dit,
Aujourd'hui, j'ai 130 plateformes agréées, des acteurs français, des acteurs américains, des acteurs canadiens, des acteurs qui viennent un peu de tous les pays, des très très gros éditeurs, des acteurs de la gestion documentaire, qui sont plus ou moins, qui font de la facture depuis plus ou moins d'années. Il y en a qui font de la facture électronique depuis 30 ans. Et donc du coup, on se retrouve à se dire, oui, la souveraineté, est-ce que moi, mes données, est-ce que je suis vraiment sûre de choisir la bonne plateforme agréée qui ne sera peut-être pas soumise au droit américain, mais en même temps, j'utilise des gros éditeurs américains. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Là, ça devient très, très important parce que, enfin, pour nous, parce que nous, chez Futura, on parle beaucoup de souveraineté. Donc, mais l'idée de savoir, de faire le choix en conscience de la plateforme agréée ou des plateformes agréées, parce que vous pouvez en choisir plusieurs, que vous allez choisir, c'est ça qui va aussi, si vous êtes sensible à cette notion de souveraineté, il faut être très, très attentif sur ce que vous propose votre plateforme agréée pour savoir où seront vos données. Alors normalement, enfin, elles sont obligatoirement conservées en Europe, c'est certain, mais le droit applicable n'est pas toujours le même. Donc un point d'attention particulier quand vous choisissez votre plateforme agréée, c'est l'aspect un petit peu contractuel, ce qu'ils peuvent vous proposer en termes de conservation et aussi en termes de sécurité des données. Mais justement, alors comment la sécurité est-elle abordée dans le cadre de la réforme? Si elle l'est. Elle l'est. Bon. Nous, c'est des centaines d'heures qu'on a passées à la commission AFNOR, mais pour traiter ce qu'on appelle des cas d'usage, des cas de facturation, la manière de traiter certains cas qui sont aujourd'hui dans les factures pour que ce soit conforme et que ça se mette bien dans les bons endroits dans la sémantique, telle donnée dans tel champ, telle donnée dans tel champ. Les plateformes agréées, elles ont investi des millions. Des millions. Au départ, la réforme, c'était 2024, ça a été décalé à 2026. Ce sont des entreprises, c'est une dizaine de millions d'euros qui ont été posés sur la table pour arriver à être plateforme agréée. Donc on a passé beaucoup de temps sur la facture, on a passé beaucoup de temps sur le fiscal, mais toute la partie sécurité, elle a été un petit peu laissée aux plateformes agréées. Pour être plateforme agréée, il faut être certifié ISO 27001. C'est pas parce qu'on est ISO 27001 qu'on ne se fait pas attaquer ou qu'on n'a pas d'autres problèmes. Malgré tout, c'est la base qu'a donnée l'État en disant c'est une nécessité d'être certifié 27001. Donc déjà, c'est une très bonne étape. Mais ce qui est important, c'est que de passer un petit peu de temps pour voir quelle est la maturité cyber de la plateforme agréée, c'est toujours très intéressant parce qu'ils ne sont pas toujours tous au même niveau. Alors, la sécurité, quelque part, nous, on va parler de sécurité fiscale, on va parler de sécurité de la donnée, mais on ne parle pas de sécurité informatique. On a déjà passé plein de temps sur autre chose. Donc, en fait, quelque part, c'est une sorte d'endroit un petit peu flou qui est laissé à la responsabilité des entreprises. Tout d'un coup, vous avez un nouveau prestataire qui est fondamental pour vous parce qu'il rentre. Si vous ne pouvez pas envoyer des factures ou si vous ne pouvez pas recevoir des factures, ça peut avoir des impacts colossaux pour votre trésorerie. Ça peut avoir des impacts colossaux sur ce que vous fournissent vos fournisseurs et que vous puissiez peut-être plus vous-même délivrer vos services ou vos biens. Donc ça devient un acteur essentiel, je ne le mets pas dans les entités essentielles de NIS 2, mais ça devient un acteur fondamental pour vous. Et c'est pour ça qu'il doit, quelque part, subir la même analyse que les acteurs les plus importants pour vous, les plus critiques pour vous dans votre entreprise, autant en termes de sécurité des données que de capacité à répondre à des problématiques. Quels sont les SLA qu'ils vont vous proposer? Quelles sont les capacités de résilience? En parle-t-il, n'en parle-t-il pas? Quelle est leur maturité par rapport à ça? Ce sont des sujets à aborder avec des plateformes agréées. Malgré tout, il y a aussi des limites qui ont été données, enfin des choses qui ont été données par l'État sur la partie authentification aux plateformes. Il y avait vous connaissez ce niveau substantiel d'authentification qui a été mis dans les textes réglementaires. Et à l'époque, les plateformes agréées avaient dit non, mais nous, on n'est pas prêts à faire ça. Déjà, ça coûte très très cher. Et puis en plus, il n'y a pas forcément les solutions sur le marché pour répondre à tout. Donc pendant un petit temps, là, 1 an ou 2, la GFIP a accepté la double authentification avec un code OTP, login, mot de passe. Mais petit à petit, on va de plus en plus arriver à des solutions du type wallet entreprise pour aller se connecter à ces systèmes. Donc c'est les mêmes systèmes informatiques de d'habitude. Vous allez donner des accès, il faut qu'il y ait des représentants légaux qui signent. Il y a des vérifications qui sont faites, mais après,
on en reste toujours à, quand vous choisissez votre prestataire, vous essayez toujours faire une analyse du risque si vous êtes 27001, vous le savez, hein, vous faites une analyse de vos sous-traitants. C'est toujours très important de continuer à faire ça, et particulièrement pour les plateformes agréées qui sont des acteurs qui deviennent critiques pour vous. Donc le PA, la plateforme agréée, est le nœud central finalement des échanges. Qu'est-ce qui se passe si une plateforme agréée est bloquée par exemple par une décision de Trump, si elle n'est pas française, ou si elle dépose son bilan, ça pourra arriver, l'entreprise ne pourra plus ni recevoir ni émettre de facture. Ah oui, c'est l'idée. Alors de base, on dit toujours... Bon, il faut choisir votre plateforme agréée parce qu'on a l'impression qu'on n'en a toujours qu'une, mais il y a des entreprises qui ont décidé d'en choisir plusieurs en émission, plusieurs en réception, mais plutôt parce qu'elles avaient des flux différents qu'elles voulaient distinguer. Je veux distinguer des flux interco avec mes flux clients. Je veux distinguer des choses. Ça va se faire au travers de plusieurs mesures. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver avec une seule plateforme agréée. Alors, il faut savoir que c'est très réglementé d'être une plateforme agréée. Il y a des textes dans le Code général des impôts qui va passer au CIBS qui sont inscrits, qui déterminent les conditions. Déjà, il y a des vérifications qui sont faites sur la solvabilité de ces prestataires-là, hein. Tout le monde ne peut pas arriver à être prestataire agréé demain. Il y a des conditions qui sont vérifiées sur cette certification 27001, c'est une première chose. Mais il faut savoir qu'après, cette capacité de résilience, par exemple, de la plateforme agréée, sa capacité de répondre en tant qu'attaque, cette capacité à vous fournir un service en cas de problématique, attaque informatique, problème informatique ou autre, ça, chacune a ses réponses et chacune a mis en place les moyens pour faire en sorte de répondre à tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses à discuter avec elles. Il y a certaines entreprises qui ont décidé d'aller gérer du risque en se disant moi, je ne veux pas qu'une seule plateforme parce que je veux pouvoir utiliser une autre plateforme en cas de problème. C'est possible de le faire aussi, hein. On n'est pas limité à une plateforme, encore une fois. Et puis derrière, il y a aussi, il faut savoir que la loi SREN, elle s'applique à tous ces prestataires qui vous fournissent des solutions en SaaS, qui signifie aussi que si vous voulez changer de plateforme, vous avez tout à fait le droit de le faire. La récupération des données, c'est un autre problème. On en reparlera après que la réforme soit passée. En fait, à partir du moment où vous avez envoyé une facture dans une plateforme agréée, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a des échanges de statuts avec les autres plateformes agréées. Et si vous avez envoyé une facture au travers d'une plateforme agréée, les statuts doivent revenir au travers de cette même plateforme. Donc même si vous changez de plateforme, l'État a prévu que cette ancienne plateforme doit vous mettre à disposition ces éléments-là pendant au moins 12 mois. Après que vous ayez changé de prestataire. Donc il y a plein de moyens qui ont été mis en place, histoire d'assurer une continuité, assurer la possibilité aux entreprises de choisir. Il y a beaucoup de prestataires. On va voir, nous les experts, on se dit oh là là, bon, on a commencé à 60, 80, 110, 130 plateformes agréées. On sait que toutes ne vont pas tenir le coup, tout simplement parce que ça a coûté cher et qu'il faut quand même faire des retours sur investissement qui ne seront pas l'année prochaine, mais qui seront plus dans 3, 4, 5 ans. Donc là, il commence déjà à y avoir une petite concentration du marché. Il y en a déjà certaines qui se sont fait racheter par des gros acteurs. Il y en a des gros acteurs qui ont carrément acheté des plateformes agréées parce qu'ils n'avaient pas envie de tout développer chez eux. Donc c'est sûr qu'on est dans un environnement que certains trouvent un peu... je dirais ni flou ni bancal, mais je vais le faire quand même. Parce qu'on n'est pas certain, vous n'êtes pas certain que si vous signez un contrat aujourd'hui, dans un an, votre plateforme ne va pas se faire acheter par un acteur américain. Et ça, c'est toute une logique qui... Peut-être qu'il faut accepter quelque part au départ. Alors si après, vous avez envie de vous dire, moi, je ne veux pas ce problème, à des acteurs franco-français qui sont là depuis des années, qui font de la gestion documentaire depuis des années, et qui seront capables de vous offrir exactement le même service que les autres plateformes agréées, et voire même dans la réalité, des très gros acteurs américains sont complètement à la bourre sur les plateformes agréées. Bon, ils ne vous le disent pas trop, ils ont un service marketing beaucoup trop fort. Mais en fait, il faut vraiment faire votre choix en fonction des valeurs que vous avez envie de porter. Ça, c'est extrêmement important. Et il y a des acteurs de toutes sortes qui sont sur le marché et qui sont tout à fait en capacité de répondre à vos besoins. Et si vous voulez trouver des acteurs français qui ne seront jamais rachetés par un Américain, ça existe. Donc, il ne faut pas hésiter à aller jeter un œil. Mais oui,
C'est important de comprendre que ces 130, nous on se dit toujours de toute façon à la fin, il en restera la moitié. Dans 2 ans, il en restera la moitié. Parce qu'ils vont se racheter entre eux, parce qu'ils vont vouloir récupérer du flux. Il y a une course au prix, à la facture qui s'est engagée là, depuis quelques mois, qui fait que la concurrence fait que les prix baissent énormément sur les factures. Donc eux aussi, dans leur perspective commerciale ou de rentabilité, ça les a touchés un peu, ce qui fait que s'ils sont rentables dans 5 ou 10 ans, c'est pas pareil. Donc leurs capacités de financement sont aussi importantes. C'est un marché qui est colossal. On parle de milliards et de milliards de factures échangées en France. Donc si vous êtes très sensible à tout ça, il y a des acteurs français qui sont là depuis très longtemps qui peuvent répondre à vos besoins. Si vous avez déjà des éditeurs américains qui sont bien implantés, des ERP, si vous avez envie de choisir des solutions qui sont complètement intégrées, ça existe aussi. Mais là, c'est à vous de faire le choix. Mais pour moi, Sandrine, OK, le choix est important, bien sûr, mais c'est quand même la sécurisation que va proposer la plateforme agréée qui est importante. Il ne faut pas voir en effet simplement les coûts, mais regarder est-ce que cette plateforme agréée est en mesure de me garantir une sécurisation face aux cyberattaques notamment, qui peuvent arriver au niveau des serveurs, au niveau des échanges, etc. Ah oui, vous l'avez sûrement entendu, là, parmi ces 3 jours, il y a de plus en plus d'attaques sur la partie supply chain. Il y a de plus en plus de vols de données à partir des prestataires qui sont toujours le maillon faible. Après, il y en a qui ont une meilleure réputation en termes de sécurité de données, mais encore une fois, vous le savez tous, si c'est des données qui sont extrêmement importantes, si quelqu'un a envie de vous attaquer, il y arrivera d'une manière ou d'une autre. Le tout est d'essayer d'imaginer aussi ce qui peut se passer si ça leur arrive, que vous ne soyez pas bloqué en ayant choisi qu'un seul prestataire ou en ayant choisi un prestataire qui a des conditions de sauvegarde qui ne vous conviennent pas, ou alors quelqu'un dont vous avez pas forcément vérifié la réputation avant et qui s'est peut-être fait attaquer il y a 2 ans, parce qu'il y en a, ça existe. Donc tout est critère de choix, de sélection de ces sous-traitants. Plus vous serez fin et attentif sur cette sélection de sous-traitants et attentif à la qualité des réponses qu'ils vous donneront sur la sécurité des données, et plus vous aurez des indices qui vous diront que ce prestataire est peut-être un tout petit peu plus de confiance que d'autres. Maintenant, après, on peut pas s'imaginer empêcher qu'il y ait des attaques ou que votre PA, votre plateforme agréée, ne puisse pas délivrer le service. Il faut savoir qu'il y a une petite phrase assez sympathique dans le Code général des impôts qui dit « Mais en fait, c'est vous les assujettis, c'est vous les entreprises qui êtes responsables. Et si en cas de contrôle fiscal, c'est vous qui êtes responsables de me fournir à moi, DGFiP, à moi, contrôleur, les informations. Et vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une défaillance de votre prestataire pour justifier que vous n'êtes pas capable de montrer des factures ou pour justifier que vous n'avez pas pu envoyer des factures. » Et ça, c'est formidable parce qu'au fond, la responsabilité, c'est la vôtre. C'est vous, les assujettis. Ce n'est pas votre fournisseur. Votre fournisseur, c'est à vous de bien le choisir. C'est à vous de le choisir en fonction des critères qui vous conviennent. Et quelque part, c'est vous qui serez le responsable si vous n'arrivez pas à montrer une facture qu'on vous demande lors d'un contrôle fiscal. Donc là, on parle aussi un peu d'archivage, mais bon, oui. C'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé des plateformes agréées, mais quid de l'État ? Parce que l'État va centraliser finalement l'ensemble des informations de toutes les entreprises, de toutes les factures. Oui, alors, dans le système, nous, on appelle ça un modèle en Y, l'État ne voit jamais vos documents factures. À chaque fois que vous allez envoyer une facture au travers d'une plateforme agréée, la plateforme agréée va récupérer des informations de cette facture, TVA, montant, acheteur, vendeur, le minimum dont il a besoin pour faire ses contrôles fiscaux. Et donc la plateforme agréée va récupérer ces données et va l'envoyer à ce qu'on appelle le bien nommé concentrateur de données. Toutes les plateformes agréées, sur toutes les factures qui sont envoyées en France, vont extraire de la donnée et vont l'envoyer au concentrateur de données. Là, on parle des factures franco-françaises émises en France vers des assujettis en France, mais il y a aussi un autre pôle de la réforme qui est très important qu'on appelle le e-reporting de transactions, qui est je dois, moi, entreprise, déclarer toutes les transactions que j'ai faites à l'international, acquisition, vente, et je dois déclarer toutes les transactions que j'ai faites avec les B2C. Donc on n'est pas seulement sur qu'est-ce que je facture aux entreprises, mais on est aussi qu'est-ce que je facture aux particuliers, qu'est-ce que je facture aux entreprises françaises et qu'est-ce que je facture aux entreprises internationales. Et toutes ces données-là, elles vont partir au concentrateur de données. Toutes les factures de toutes les PA, de toute la France,
vont partir à au concentrateur de données qui est géré par l'AIFE, qui est le bras armé technique de la DGFiP, et qui va ensuite transmettre ces données à l'administration fiscale pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle en veut. Beaucoup de contrôle. Qui permettront alors, qui dit concentrateur de données dit à peu près entre 6,5 et 8 millions d'entreprises, estimation à 4 milliards de factures échangées en B2B domestique. À l'étranger, on ne sait même pas. C'est difficile de savoir. Hein. Avant, on n'avait pas cette vision-là du nombre de factures. Donc, en fait, tout ça va passer par le concentrateur de données. Et puis là, quand on aime bien la sécurité, on pense à notre petit fichier FICOBA, qui a été un petit peu piraté là, il n'y a pas très longtemps. Rappelle-nous ce que c'est que le FICOBA. Ouais, le FICOBA, c'est un fichier de l'ouverture des comptes bancaires. À chaque fois que vous ouvrez des comptes bancaires, la banque a l'obligation de déclarer dans ce fichier FICOBA qui est le propriétaire de ce compte et qui l'a ouvert. Et donc, du coup, là, on se dit, ah oui, mais c'est quoi les mesures de sécurité que l'État va appliquer à ce concentrateur ? C'est pas moi qui vais vous répondre. En fait, nous, on ne sait pas trop. On a beau poser la question, on finit toujours par nous dire, vous inquiétez pas. Donc nous, on s'inquiète pas parce qu'on a autre chose. Non, on s'inquiète sur autre chose, nous. Mais si on s'inquiète, et il y a des voix qui se lèvent aujourd'hui en disant, mais là, on est en train de parler de toutes les données des entreprises. C'est un peu comme le honeypot, c'est mon petit pot de miel là. Il y a beaucoup d'animaux qui vont avoir, non c'est pas des animaux mais vous comprenez, j'avais envie de parler d'ours, qui vont avoir envie de choper ce petit pot de miel. Donc on espère tous que des mesures soient vraiment prises au niveau de l'État pour avoir une sécurisation très très poussée de ce petit concentrateur de données, gros concentrateur, des données à la DGFiP aussi. Je vous laisse avec votre expérience de la sécurité dans les services publics au travers de ce qu'on a pu voir. Après, la critique est facile et l'art est difficile. Mais l'idée, il y a eu les attaques de l'URSSAF, il y a eu l'attaque de FICOBA, il y a eu l'attaque de France Travail. Tout ça s'est passé aussi beaucoup par de la corruption d'identifiants parfois beaucoup trop simples. Donc si on considère qu'aujourd'hui, une grosse majorité des attaques viennent de l'hygiène informatique des personnes qui accédaient à ces infos. Il y a un gros manque de ségrégation des données, il faut le dire aussi. Finalement, on espère qu'eux aussi vont être bien formés à ça pour faire en sorte que les données des entreprises ne soient pas piratées, parce qu'on sent bien que c'est vraiment colossal en termes de données et c'est vraiment... imaginez l'image de la facturation de toutes les entreprises en France, ça doit donner envie à certains, à mon avis. Je crois qu'il est temps de conclure. Quels seraient les points que tu voudrais mettre en avant ? Première chose, si vous n'avez pas encore choisi, il y a sûrement des plateformes agréées qui vont vous promettre monts et merveilles en vous disant qu'elles sont tellement meilleures que les autres. Ça, c'est pas vrai. Elles fournissent à peu près tout le même service. Choisissez de ce dont vous avez besoin. Point d'attention sur la sélection de sous-traitants comme vous le feriez avec vos sous-traitants critiques. Ça, c'est extrêmement important. Oublier la facture, peut-être, l'archivage, peut-être. Ah oui, on peut parler d'archivage. On a parlé tout à l'heure du fait que c'était quand même vous qui étiez responsable. Mettez pas tous vos œufs dans le même dans le même panier, sinon vous n'y arriverez plus rien. C'est-à-dire que si vous savez, vous devez conserver vos factures et les documents comptables pendant 10 ans. On vous demande de le faire, c'est commercial et fiscal. Si vous demandez à votre plateforme agréée, il y a des plateformes agréées qui proposent du stockage simple. Il y en a qui vont jusqu'à l'archivage à valeur probatoire dans des systèmes certifiés. C'est pas du tout la même offre, c'est pas du tout le même prix, mais ça n'a pas du tout les mêmes objectifs. Nous, on n'arrête pas de pousser pour faire en sorte de faire comprendre aux entreprises que c'est un patrimoine informationnel hyper important et que donc il faut mettre les moyens pour sécuriser cette info. Moi, j'aurais envie de vous dire, les plateformes agréées, elles sont là pour envoyer, recevoir des factures. Faites en sorte de conserver vos factures en dehors de ces systèmes, même si elles vont vous expliquer qu'elles les conservent pour vous. C'est pas... elles ne prendront pas pour vous en cas de contrôle fiscal. Donc j'aurais envie de vous dire de séparer cette vision de flux, je reçois, j'envoie, de la conservation des documents, et si possible d'aller vers des coffres-forts numériques ou des systèmes d'archivage électronique qui vous permettront de conserver
tous vos documents signés électroniquement, vos contrats, tous vos factures, tous ces documents électroniques natifs que vous avez aujourd'hui dans les entreprises en toute sécurité. Aujourd'hui, on ne connaît aucun SAE qui a subi d'attaque informatique qui a donné lieu à la diffusion d'informations. Bien sûr, ils subissent des attaques, mais ils sont construits pour résister à ça. Donc séparer tout ça et puis être attentif à la sensibilité de votre plateforme agréée sur la sécurité des données et de l'information. Sandrine, merci. Est-ce que vous avez des questions? Puisqu'on a encore presque... 30 secondes, c'est parti. Ah non, 5 minutes, je crois, non, de questions. Questions, oui. Merci beaucoup pour l'intervention. Est-ce que dans les normes ou dans les règles finalement de la facturation électronique, il est prévu un chiffrement type post-quantique ou est-ce que ce sera dans une seconde étape? Enfin, comment est-ce qu'on s'assure de l'intégrité de la donnée aujourd'hui, mais surtout dans les 3, 5, 10 ans à venir quand le quantique finalement sera avancé? Alors, le quantique, c'est pas un mot. Ce mot, je ne l'ai jamais entendu dans aucune commission de facture électronique ni quoi que ce soit. Malgré tout, aujourd'hui, les méthodes qu'on utilise pour sécuriser des factures, on essaye de pousser les entreprises à utiliser des cachets électroniques avec des certificats qualifiés ou des signatures électroniques avec des cachets qualifiés. Ça serait déjà super de pouvoir apposer ça sur les factures. Les entreprises ne sont pas tout au top sur l'utilisation de tout ça, mais dans le quantique, personne n'en parle. Après, il y a la sécurisation des communications avec des canaux chiffrés, mais avec des choses assez classiques aujourd'hui. Plutôt des clés RSA. Mais non, en fait, ça, c'est un truc dont on ne parle pas du tout. Enfin, nous, on en parle, mais pas en facture. C'est vrai que ça serait bien. C'est bon, vous êtes tous au top sur la facture et sur les risques que vous encourez, que nous encourons tous. Non, j'espère qu'on ne vous a pas fait peur. Eh bien, écoutez, merci. Bon, voilà, on vous laisse quelques minutes d'avance. Et bonne fin de ce forum.